Bonjour, bienvenue à l'auditorium du Carreau du Temple pour l'ouverture de ce symposium. Alors pourquoi un symposium dans une foire? C'est que nous défendons le dessin contemporain depuis 17 ans maintenant et que régulièrement nous souhaitons faire se rencontrer un certain nombre de professionnels qui ont des approches différentes du dessin et qui peuvent échanger avec des artistes ou avec d'autres curateurs. Donc à l'occasion de cette 17e édition, nous avions vraiment envie de retrouver un petit peu ces moments d'échange et qui vont se dérouler toute la journée et qui seront suivis par des talks dans la partie centrale de la foire pour d'autres sujets. Vous pouvez trouver tous les programmes, bien sûr, dans tous nos documents. Alors, on a voulu attaquer par un sujet qui nous passionnait un peu tous, qui est le sujet de la bande dessinée. C'est vrai qu'on a fait une très belle exposition il y a quelques années en partenariat avec la Cité de la bande dessinée à Angoulême pour faire se répondre l'art contemporain et la bande dessinée. Et là, pour ce premier entretien du symposium, nous avons le plaisir de demander à Annette Géric, qui est conservatrice et directrice du Cartoon Museum de Bâle, pardon, j'en bafouille, qui va se faire rencontrer des artistes comme Catherine Meurice, Dominique Goblet, et puis une conservatrice du Centre Pompidou qui est en train de nous préparer une grande exposition BD au sein du centre. Et nous sommes très impatients de pouvoir assister à cette exposition et à tous ces échanges. Et notre directrice artistique, Johanna Neves, reste présente puisque, voilà, s'il y a des petits problèmes de traduction entre le français et l'anglais pour Annette, elle sera là pour vous soutenir. Donc, je vous souhaite un très bon symposium et on vous retrouve plus tard. Merci beaucoup, Christine, pour les mots de bienvenue. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Chère Johanna, chère Catherine Meurice, bienvenue Dominique Goblet et bienvenue Anne Lemonnier. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de participer aujourd'hui à Drawing Now pour représenter la bande dessinée et le vaste domaine de cette art innovante et de m'entretenir avec deux artistes de renom et une collègue d'organisatrice d'exposition. En tant que directrice et conservatrice du Cartoon Museum Bâle, de sa grande collection, je me consacre à cette forme d'art à la fois à titre l'historien de l'art et de commissaire d'exposition. Je vais tout de suite présenter mes interlocutrices et je me permets de dire quelques mots sur le Cartoon Museum Centre d'art narratif en Suisse. Depuis plus de 45 ans, le musée a consacré cette forme d'art à travers sa collection et ses expositions et accorde une attention de premier plan au dessin narratif. Le fondateur du musée tient particulièrement à encourager l'innovation. C'est pourquoi nous reprenons aujourd'hui encore cette fil rouge de notre travail et nous concentrons dans les expositions et la collection sur les positions qui empruntent de nouvelles voies dans le dessin et qui traitent les questions des sociétés. Les grands dessinateurs du légendaire et renommé magazine culturel américain The New Yorker constituent l'un des points forts de la collection de dessins et bandes dessinées. The New Yorker a la réputation de dénicher et publier les dessinateurs les plus talentueux. New Yorker est aussi le roi magazine et le synonyme où marquait bien l'histoire de la bande dessinée qui s'est changée dans les années après quand les artistes commençaient dans les années 1970 changer cet domaine. Le New Yorker est le synonyme de qualité des artistes qui sont publiés sont des références majeures dans le domaine du dessin.
Je donne à vous quelques exemples. Sol Steinberg, par exemple. Rea Irvin, Jess Adams, ce sont bien Clayton, les classiques. Tommy Ungerer, bien sûr. Robert Crumb, Claire Bretéché, Chris Ware, Winsor McKay. Et la scène française comme Zompé, Bosque, Chaval, les grands classiques dans le dessin narratif ou le dessin humoristique ou le dessin poétique. Ce sont quelques exemples des positions artistiques que le fondateur du musée, Dieter Burkhardt, a également collectionnées. Je vais présenter très brièvement les artistes qui sont avec moi. Catherine Meurice réunit dans son bagage artistique l'ensemble de l'art narratif, du dessin de presse qu'elle a commencé jeune et comme première caricaturiste femme à Charlie Hebdo, au roman graphique en passant par le dessin humoristique et poétique. Depuis 2020, Catherine Meurice est la première autrice et la dessinatrice de la bande dessinée à avoir été élue membre de l'Académie des Beaux-Arts. Elle a été récompensée à plusieurs reprises et toute récemment nommée par Drawing Now. Son œuvre a été plusieurs fois exposée, notamment au Centre Pompidou et bien sûr chez nous à Val. Catherine Meurice a fait des études d'illustration et d'art plastique. Dominique Gofflet est une artiste qui franchit aisément la frontière entre le roman graphique et les arts plastiques. J'ai encore une image de notre exposition actuelle. Tu l'apprécies? Ja. C'est ici. Ja, elle est également plasticienne et expose régulièrement des peintures et des sculptures en Belgique et à l'étranger. Ses techniques mixtes et ses influences multiples sont à l'origine de son style graphique singulière. Cet artiste, également reconnu sur le plan international, a été récompensé à plusieurs reprises, notamment par le prix belge. C'est très nouveau, Lettres et l'image et la Société civile des auteurs multimédia pour l'ensemble de son œuvre. Anne Lemonnier, et je suis très heureuse de m'échanger avec une collègue, elle est aussi une historienne de l'art et commissaire d'exposition au Musée national d'art moderne Centre Pompidou. Elle a récemment été commissaire de l'exposition Picasso, Endlessly Drawing. Elle prépare actuellement une grande exposition sur la bande dessinée qui va commencer cette exposition le 26 au 27 mai. Yeah, je vais commencer avec une première question et j'ai choisi un dessin de toi, Catherine Meurice. C'est dans le livre Les scènes Omanal et c'est un dessin qui a été publié aussi chez Charlie Hebdo, c'est très vieux, mais pour moi c'est pas un dessin classique pour la caricature, c'est plus libre. J'aimerais bien offrir cette discussion sur le dessin, sur cette question. Qu'est-ce que la différence de ton travail que tu as travaillé, tu as arrêté la presse pour la presse et comment tu travailles aujourd'hui? Ce strip, bonjour. Ce strip, enfin, ça va le micro. En fait, oui, il s'agit d'un strip qui pourrait peut-être être le trait d'union entre le dessin de presse et la bande dessinée. En effet, il a été publié dans Charlie Hebdo. Tu dis que c'est très vieux, mais enfin, n'exagère rien. Ils ne sont pas plus vieux que ça. Non, c'était oui, il y a 8 ans, je crois. C'était partie des derniers dessins que j'ai fait dans Charlie. Et je crois qu'il témoigne de mon envie de quitter le dessin de presse pour aller vers la bande dessinée. Et voilà, je suis passée d'une grande production de dessin de presse au strip que j'ai réuni sous forme d'un livre Scène de la vie hormonale, publié donc il y a quelques années. Et ensuite, j'ai lâché le dessin de presse pour me consacrer à la bande dessinée. Je crois que tu voulais me demander quelle était la différence entre le dessin de presse ou ce genre de dessin. Les recherches et les recherches. Bon, la différence qui est majeure, c'est que ce strip raconte une histoire, contrairement au dessin de presse où une idée est centrale.
On a dans Dessin de presse une synthèse souvent de plusieurs actualités. Le strip commence à raconter quelque chose, puis il y a une autre différence, c'est que ce strip est un petit peu autobiographique. C'est une période sombre de sentimentale. Enfin, bon, bref, vous lirez le livre. Et dans Dessin de presse, je ne me représentais jamais. C'était absolument jamais autobiographique. On parlait vraiment toujours des autres, de l'actualité. Voilà, je dessinais beaucoup plus Sarkozy et Hollande que moi-même. Donc déjà, c'est une grande différence. Et je m'en suis lassée d'ailleurs. Comment ne pas se lasser de dessiner, bref. Voilà, et comment je travaille aujourd'hui la bande dessinée. Alors, il y a toujours une idée au départ, plutôt un besoin de faire un livre. D'ailleurs, je crois que je me sens mieux dans le livre que dans la presse. Je crois que j'ai toujours aimé l'objet livre et j'ai besoin, je crois, peut-être qu'on a toutes besoin, Dominique en parlera peut-être. En tout cas, pour moi, le livre, c'est vraiment une façon de garder quelque chose, de laisser une empreinte, que le livre soit lu ou pas d'ailleurs. Alors que la presse, ça passe. Voilà, ça se jette, ça s'oublie. Et donc, au départ d'une bande dessinée, en ce qui me concerne, il y a toujours une idée ou une envie ou une nécessité ou une vision. Quelque chose qui ne va pas émerger tout de suite, contrairement là encore au dessin de presse, mais qui va prendre le temps, voilà, de prendre forme mentalement. Et puis ensuite, le scénario va s'écrire, les images vont arriver, tout arrive un petit peu en même temps. Et je le vois un petit peu comme c'est un peu pour moi comme du théâtre en fait, plus que on compare souvent la bande dessinée au cinéma, mais je le vois plus comme des comédies que je vais imaginer. Alors, il se trouve que je fais plutôt du dessin humoristique, donc j'emploie le mot comédie pour ça. Et voilà, c'est un jeu de mise en scène et de théâtre que je me fais en tête. Et ensuite, le dessin va suivre. Enfin, on espère que le dessin va suivre, parce que c'est un boulot de longue haleine, la bande dessinée. C'est très, très laborieux. Et Dominique, dans l'exposition à Bâle, on a exposé beaucoup des esquisses ou des livres ou des carnets artistiques. Est-ce que ça, pour les deux, une chose très importante pour les recherches? Et pour moi, ce sont plus... je connais bien les cyclistes de Catherine aussi, mais pour toi, c'est presque un livre artistique, ou comment tu commences ton travail dans le dessin? En fait, j'ai commencé... Vous m'entendez? Oui. On s'entend pas soi-même, hein, c'est marrant. J'ai commencé avec les carnets avant d'être publié. Comme bien souvent, c'est une pratique qu'on développe pendant nos études artistiques. Et pour moi, c'était un prolongement très naturel à la fois des formes de journal intime et de recherche de sorte de bibliothèque de formes et de récits. Et donc, c'est une manière d'appliquer aux auteurs qui créent des récits dessinés. C'est un peu le pendant de la barre parallèle pour la danseuse ou des gammes pour le pianiste. C'est aussi, de façon très, très mignonne, le premier rapport au livre qu'on peut avoir. Parce que quand on termine un carnet, on a fait un livre en fait. Et c'est un livre unique, ce qui le rend encore plus précieux, parce que il est numéroté, signé, on peut dire, mais d'une manière presque mythique, et il est le contenant de tout un temps de recherche et de laboratoire et d'intimité, en fait, les intimités de ce qu'on observe, de ce qu'on comprend, de comment on se met au monde. C'est une réflexion. Moi, je note énormément j'ai plus d'écrits de petits écrits dans mes carnets que d'images. Et je note beaucoup de dialogues que j'entends dans la rue, des petites scènes qui en fait passeraient à la trappe sans être notées. Et aussi, le carnet est une manière de m'exercer à raconter très rapidement des choses vues
et de voir comment on peut les redessiner, par exemple le soir même, en les scénarisant, en les storyboardant. Et voilà, c'est une pratique pour rester sur le cheval, quoi. Quand tu prépares l'exposition, tu as travaillé pour l'exposition Picasso et maintenant pour l'exposition sur la bande dessinée, le travail préparatoire et la manière que l'artiste se met dans le dessin, c'est quelque chose, c'est toujours le début de ton travail que tu commences. Le travail préparatoire d'un artiste, pour moi, c'est quelque chose qui est très très important, non seulement à travailler en amont, mais aussi à exposer en fait. Et micro plus près, oui, d'accord. Je vais pas dire en même temps. Et ça, c'était un des défis d'ailleurs de l'exposition Picasso, c'est-à-dire montrer un ensemble, en l'occurrence, de 68 carnets, qui était une chose qu'on n'avait jamais vue. Le travail dans les carnets, mais le travail aussi en série, le travail de thèmes et variations, le travail de déclinaison. Le dessin, c'est quand même le lieu le plus magnifique pour rentrer dans la pensée d'un artiste. C'est vraiment directement la pensée qui transite par la main et vient le plus simplement du monde. Le dessin est premier, quoi, vraiment, dans la pratique des enfants comme dans la pratique des artistes, finalement. Et donc, ce travail préparatoire, cette pensée en action, cette espèce de film de la pensée que constitue souvent un carnet de dessin ou une série de dessins, ça me paraît être quelque chose de fabuleux à montrer aussi. On est en train d'essayer, on est vraiment à un moment où on essaye de déconstruire vraiment dans le musée, je pense, la notion de chef-d'œuvre. C'est ce qui fait aussi Picasso dessiné à l'infini, je prends le titre français maintenant, que tu as donné en anglais tout à l'heure. C'était la première fois que le Centre Pompidou présentait une exposition de dessin au niveau 6 dans les grandes galeries. Auparavant, il était cantonné dans des espaces beaucoup plus petits. La galerie d'art graphique fait 350 mètres carrés. Voilà, la galerie 1 pour Picasso, c'était 2000 mètres carrés de dessins et d'estampes et de carnets. Et ça dit tout l'intérêt qu'on porte aujourd'hui à ce travail de la pensée en action et pas seulement aux grands chefs-d'œuvre peints, mais aussi au dessin comme chef-d'œuvre, d'une part, et à tout le travail préparatoire, ce qu'on appelle le processus créatif, qui est vraiment une façon de comprendre intimement le geste créatif. Puis alors, ce que dit Dominique me touche beaucoup, parce que moi, dans le carnet, j'y vois aussi un objet comme un trésor, enfin un objet fragile, un objet intime, l'objet, alors un petit carnet catalan qui tombe en poussière de Picasso qu'il avait dans sa poche, ou des très beaux carnets avec des très beaux papiers, mais c'est un témoignage extraordinaire, un peu frustrant parce que le visiteur n'en voit qu'une page, donc on a des dispositifs divers que j'apprécie plus ou moins pour rentrer dans le corps du carnet par ailleurs et combler cette frustration, mais très 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 émouvant, très touchant et très important, je pense, à montrer. Ouais. Je vais revenir sur un livre de toi, Catherine Meurice, parce que je pense le paysage. C'est un grand sujet dans la bande dessinée aujourd'hui. C'est sur ton travail aussi. Quand tu as fait le livre La mer à boire, on voit ici une femme qui se met sur le paysage. Les paysages, c'est presque le personnage principal dans la bande dessinée. Il y a le paysage. La première question, c'est l'observation. On a déjà parlé sur ça dans les livres d'esquisse. L'observation, c'est plus important pour toi ou c'est une autre façon quand tu travailles, quand tu as maintenant travaillé sur ton nouveau livre. C'est pas le paysage, mais ici. Oui, en effet, c'est bien sûr de l'observation, ce qui est assez passionnant et troublant dans la pratique du carnet de croquis, comme vous en parlez tout à l'heure, toutes les deux. C'est qu'on est à la fois, alors si je prends l'exemple de paysage naturel, on est à la fois devant le paysage et puis on est dedans finalement. Et en ce qui concerne la bande dessinée La jeune femme et la mer, tu as montré donc cette... Alors c'est la couverture déployée, c'est-à-dire qu'on voit sur la droite la couverture, la tranche, et puis sur la gauche c'est la quatrième de couverture. Et donc quand on voit la couverture du livre, on a vraiment ce personnage qui s'appelle Nami, qui est une jeune femme japonaise qui vient
embrasser embrasser le paysage qui devient le paysage elle-même. Et c'était aussi le sujet de cet album, où il est question de cataclysme naturel, de cette femme assez énigmatique dont on ne sait pas trop. Je laisse le lecteur imaginer si elle est vraiment une femme, si c'est si ça pourrait être une allégorie de la nature, si elle est là pour nous dire au contraire que la nature, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi une nature qui nous englobe, nous les humains, etc. Bon. Et le paysage, oui, le paysage, c'est une façon c'est une invitation aussi à dessiner la matière. C'est ça, moi, qui m'intéresse, parce que chaque livre est un prétexte à essayer de faire progresser mon dessin. J'espère que j'y arrive. Et le paysage, c'est ça, c'est observer la minéralité, le végétal, c'est aussi utiliser tous ses sens. On peut dessiner aussi notre dessin sera différent si on respire, si on sent une odeur particulière. Je pense à ça parce que dans la page de droite, donc c'est d'après un croquis et aussi des photos que j'avais prises quand j'étais au Japon, en résidence au Japon. Je me souviens parfaitement de l'odeur de cet endroit, de cette ville-là. Je me souviens des couleurs que j'ai transformées, qu'on a transformées ensuite. C'est Isabelle Merlet qui a fait les couleurs sur cet album. Et donc tout ça vient vraiment peupler ce dessin, vient nourrir un dessin en fait. Et je crois que ça, cette pratique du dessin de paysage, c'est une pratique dont on ne peut jamais se lasser. Je crois que ça fait à la fois partie de l'exercice du dessinateur comme un exercice qui pourrait sembler académique, comme on va dessiner les classiques, comme autrefois on allait dessiner les sculptures, etc., en Italie, ou les plâtres dans les écoles d'art. Là, c'est un exercice qui est encore plus vivant, parce qu'en fait, c'est ça, on a du vivant sous les yeux. Je parlais tout à l'heure de minéralité, on peut aussi sentir du vivant dans cette minéralité. Et que dire, bien sûr, voilà, des ciels. C'est une grande leçon de dessin, en fait, de pratiquer le dessin de paysage. Et bien sûr, ça peut devenir aussi personnage de fiction, ça peut aussi être décor. Je ne suis pas contre aussi quand le paysage n'est que décor. C'est pas forcément humiliant, c'est aussi une des fonctions du paysage. Voilà, donc c'est un bonheur pour un dessinateur. Puis on a bien sûr des paysages qu'on regarde, qu'on observe, et puis on mélange ça bien sûr au paysage imaginaire, au paysage intérieur. Donc, Dominique, un de tes derniers livres, c'est Ostende. Ostende est très connu dans les paysages ou dans l'art en général, avec les grands artistes comme James Ensor et Spia. Et toi, tu étais là pendant la pandémie et tu as choisi la mer comme paysage ou comme sujet. Est-ce que tu peux parler pourquoi la mer? En fait, le paysage, c'est une thématique qui m'accompagne depuis presque toujours. Et j'ai toujours eu à cœur de penser la bande dessinée en essayant de faire bouger ses codes et ses frontières. Et pour moi, un des grands stéréotypes, on va dire presque malheureux, c'est la place que prend le personnage, cette place centrale, omnipotente, comme si c'était la seule chose intéressante qu'on puisse raconter, c'est raconter des histoires avec des bonhommes, des persos, des gens. Et en bande dessinée, le cadrage au personnage est souvent extrêmement serré. D'ailleurs, beaucoup de pages sont même sur des plans tellement serrés qu'on est sur le visage et il n'y a plus de place pour rien d'autre que l'humain ultra serré. Et puis à un moment, j'ai vu des films, ça peut paraître bizarre, mais j'ai vu des films de cow-boys. C'était On Kar-wai, oui, et je crois que c'était La Horde sauvage. Et il y avait, et puis après j'ai commencé une série comme ça de films de cow-boys. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappé dans les films de cow-boys, c'est l'idée que le paysage peut prendre une place énorme, comme ça on a ce tout petit cow-boy sur son cheval qui est perdu. Et
en fait, ça m'a complètement fascinée. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais c'est complètement dingue, il faut donner plus de place au paysage, à l'espace et justement au fond par rapport à la forme, le sujet, pour ne plus que le fond soit une sorte de, justement, de coloriage autour de ce sujet grandiose que serait l'humain. Ce paysage a pris aussi une importance dans ma manière d'en découdre donc, sur la question plus politique donc de la place de l'humain dans le monde, mais est devenue aussi une manière de pouvoir explorer des motifs plus abstraits. Parce que je trouve que la nature invite à regarder la forme, les contreformes, les négatifs, les positifs, et en fait à mieux comprendre comment on peut du coup placer l'être humain dans un rapport où il existe en fond contre fond, en forme contre forme, pardon, excusez-moi. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, le paysage a pris. Bon. C'est aussi pour moi une manière de rompre avec le rapport de la narration qui serait relié uniquement à la bande dessinée, mais de m'attacher toujours à l'aspect plus plastique, la peinture, et comment explorer plus justement ce qu'il y a autour du sujet que le sujet. Voilà. Au stand, j'y suis arrivée le premier jour du confinement, au moment où quasiment plus personne n'avait le droit de sortir de chez lui, et surtout on ne pouvait plus se rapprocher les uns des autres. C'est assez particulier quand même. Et donc j'ai atterri un peu là par hasard à la suite d'une rupture douloureuse, avec un sac de gouache. C'est une technique que je n'avais encore jamais utilisée, et j'aime bien me frotter donc à ce genre de choses, à des techniques qu'on ne connaît pas, pour ne pas maîtriser les choses, et me forcer à rester dans une dynamique de recherche et d'expérience. Et quel est le meilleur sujet à faire pour commencer une technique qu'on ne connaît pas? Je crois que c'est le paysage. Et le paysage, ce qui est génial, c'est que je l'ai fait comme ça, et vous ne saurez jamais que je l'ai mal dessiné, quoi. Et c'est pour ça que je le fais. Je suis on va dire un peu... je trompe bien mon monde, quoi. Voilà. Non, en fait, bon, de toute façon... et je vais conclure là-dessus par rapport au paysage. Moi, ce qui m'intéresse dans le paysage, c'est pas ce qu'on voit, en fait. C'est, bien sûr, on voit quelque chose, mais surtout, on ressent quelque chose. Et face à un paysage, je vais ressentir de la mélancolie quand quelqu'un va ressentir juste de l'apaisement ou du calme, etc. Et moi, ce que je vais essayer de faire, c'est faire en sorte que la personne qui va regarder mon paysage va rencontrer l'émotion que moi j'ai rencontrée. Voilà. Ça, c'est le truc le plus important pour moi. C'est quand même une grande leçon, parce qu'on a a priori deux artistes dessinatrices de bande dessinée, mais en fait pas uniquement, comme tu le dis bien, c'est le goût de la peinture aussi qui t'appelle, et Catherine avec les grands espaces, c'est évidemment aussi le goût de la peinture, peut-être un jour Catherine, et ça je trouve ça, c'est une envie qui va peut-être se développer, j'ai l'impression, mais et ça, je trouve que ça nous, comment dire, ça contredit pas mal tous les lieux communs qu'on peut avoir en tête, ça contredit pas mal tous les stéréotypes, et ça fait du bien. J'espère que d'ailleurs dans cette exposition à venir au Centre Pompidou, on comprendra bien que d'abord la question de la légitimité de la bande dessinée comme art est une question révolue, mais aussi que la bande dessinée comme étant la profession d'un langage fait de cases, de bulles, etc., est un peu réductrice, et que en effet l'homme n'est pas le seul sujet, ses déboires, ses aventures ne sont pas le seul point à dérouler dans un récit, mais aussi voilà, le paysage par exemple, donc aussi des questions de représentation, de picturalité, et la bande dessinée hors des cases, évidemment, a une place aujourd'hui phénoménale. Donc je trouve ça intéressant que deux artistes qui passent, qui professent la bande dessinée, soient passionnés à ce point par ce thème qui nous parle en fait de notre rapport à l'histoire de l'art aussi, en fait. Il nous parle de notre rapport à la peinture aussi, enfin...
La peinture ou les styles que les artistes choisissent pour les thèmes ou les récits ou les sujets, c'est Catherine, tu sais quand tu commences un livre déjà la technique ou ça va aller avec le thème, ça je trouve. Ah oui, c'est vrai, oui, que dans chaque album, Dominique, tu disais, oui, je vais mal le redire, mais que tu changeais de technique aussi pour ne pas maîtriser, et donc et j'essaie de faire ça en partie dans mes livres. Alors chaque fois, je change un petit peu d'outil. J'ai fait un album les grands espaces au crayon parce que je voulais essayer enfin, qu'il me semblait que le crayon pourrait mieux rendre les effets de matière, d'écorce, feuilles, etc. Donc il y a beaucoup de questions dans l'album. La jeune femme et la mère, dont on a vu les extraits, c'est de la plume. Alors c'est un outil que j'utilise depuis longtemps, mais j'ai rajouté du fusain, donc le fusain que j'utilise au doigt ou avec une estompe, etc. Donc il y a aussi un rapport charnel beaucoup plus sensuel avec le papier qui me plaît. Et en effet, des accidents surviennent. Parfois avec l'encre notamment, ou les aquarelles, ou l'eau, les encres. Parfois, c'est assez génial de laisser en gros, les ingrédients se débrouiller entre eux. On humidifie son papier, on pense pouvoir faire telle tache de couleur, finalement elle nous échappe, et tant mieux. L'irrégularité, une sorte de maladresse qui peut bien sûr donner quelque chose de beaucoup plus intéressant que la maîtrise. Et oui, en ce qui me concerne, oui, dans chaque livre, j'essaie de trouver l'outil qui va correspondre le mieux au sujet. Là, c'est un extrait du dernier livre qui sort début avril, dont on voit des planches à Drouinao, sur le stand de la Galerie Barbier. C'était pour moi très nouveau de faire un livre comme ça, déjà de faire une série de dessins pour cette exposition. Où cette fois-ci il n'y avait pas de scénario, pas de récit, pas d'idée, pas de légende, pas d'idée. Oui, j'ai essayé de ne pas trouver d'idée, comme je l'ai toujours fait dans le dessin de presse et la BD. Pas de légende, pas de texte, pas de bulle. Donc j'étais complètement à poil quand j'ai commencé à réfléchir à l'exposition. Et j'ai essayé de m'approcher de quelque chose qui me fascine depuis longtemps et dont je n'ai pas réussi à faire encore quelque chose qui me satisfasse dans un livre, et peut-être que j'y arriverai, je ne sais pas, qui est la pierre. J'avais une sorte de rêve de pierre. Alors ça touche au paysage, bien sûr. J'ai en tête une phrase je crois que c'est Roger Caillois qui dit que la pierre, là, c'est un abîme de quiétude. Peut-être que j'avais envie d'aller vers cet abîme, à la fois pour changer mon dessin, changer ma pratique, me rapprocher d'une certaine quiétude, tranquillité, lenteur dans la pratique du dessin, changer quelque chose. C'est pour ça que le titre de l'album, d'ailleurs, c'est Le Passage. Pour moi, il s'agit de passer à une autre étape, qui serait cette fois-ci de ne pas raconter une histoire, même si probablement, on avait un extrait ici, on peut se raconter une histoire en voyant ce dessin-là. Et les techniques sont variées, gouache, acrylique, encre de couleur, fusain, pastel. Et je rejoins Dominique sur cette idée que l'humain est tout petit dans ces grandes scènes, dans ces grands paysages. Et ça repose. C'était ça l'inquiétude. C'est que voilà, on s'éloigne de ces représentations de nous-mêmes ou des autres qu'on connaît par cœur. C'est cet humain qu'on connaît trop. Et c'est tellement reposant et nourrissant d'aller au-delà, quoi. Donc voilà, dans ces dessins, la plupart du temps, il y a quelques sujets, mais ils sont tout petits et perdus dans le paysage, oui, perdu, j'aime bien les perdre, ouais, c'est bien de se perdre un peu, ouais. C'est aussi un peu la solitude. Oui, il y a une certaine solitude, la solitude du dessinateur, la solitude, mais qui permet beaucoup de réflexion, qui permet une solitude, oui, qui pourrait être associée à un certain silence. Là encore, bienvenue dans ce monde complètement horripilant et hystérique.
Oui, c'était une façon d'être. C'est une solitude comment dire, qui est choisie en quelque sorte, donc elle est plutôt confortable. Dominique, pour l'exposition à Bâle ou aussi pour les autres institutions, tu as travaillé avec l'espace. Et dans cette salle, on verra, c'est une scénographie qui est faite par Dominique Opley et Kai Pfeiffer sur le livre Les Jardins de candidates. Tu travailles aussi dans la troisième dimension et l'espace, et faire des expositions et des dessins dans l'espace. Pourrais-tu parler de ça? C'est un peu l'extension des questionnements sur la technique, justement. Moi, j'adore quand la technique nous reconnecte avec notre part de handicap. Notre part de handicap est cette part de maladresse que nous avons toutes et tous en soi, et qui nous pousse à contourner les difficultés et donc à aller chercher l'invention, les solutions. Et c'est beaucoup plus marrant que la maîtrise, la prouesse, la dextérité qui devient très vite des formes d'académisme boring, quoi. Boring. J'ai placé un mot en anglais pour nos amis qui ne parleraient pas français. Je suis toujours très attentive à la communication, très partagée. Donc, moi, je vais dire un mot quand même sur la technique, ce qui permet, Annette, c'est que chacun de mes projets part d'abord d'une intention de ce qu'il y a à raconter et questionne le médium qui pourrait au mieux le porter plus haut. Et pour exemple, si on fait une histoire autour de notre grand-père durant la Première Guerre mondiale, est-ce possible, je fais vite un petit calcul, ou notre arrière-grand-père, disons, on aurait tendance à dire il faut utiliser un médium un peu lourd, je sais pas, le brunois, l'encre, les fusains, un truc bien charbonneux et crade. Et en fait, peut-être que ce serait intéressant de le faire avec des couleurs diaphanes à l'aquarelle, parce que précisément, ce serait une manière de créer un contrepoint. Donc voilà. Et tout ça, donc la technique pour moi est au service de la narration et doit porter plus que le dessin, la charge, la direction dans laquelle on veut placer notre récit. Parenthèse fermée. Donc, comme j'ai à cœur de ouvrir les frontières et d'essayer de travailler l'extension des domaines, évidemment, la bande dessinée qui est à la jonction entre l'image plastique et l'écriture, les deux domaines doivent se nourrir en sortant évidemment de son propre champ. Donc c'est pas possible de réfléchir la bande dessinée en ne lisant que de la bande dessinée. Et donc pour moi, il est important que la bande dessinée, si on veut continuer à faire bouger ses frontières, on lise moins de bandes dessinées, mais plus de livres liés à l'écriture, de pièces de théâtre, d'architecture, de photos, de cinéma, et bref, tout ce qui peut venir nous amener à changer les codes, en fait, les codes, les stéréotypes, etc. Décloisonner. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'amuse, c'est de chercher l'impertinence des codes et de les amener, de les tirer dans l'autre domaine. Ainsi, quand je m'intéresse à un travail dont la finalité sera une exposition, en galerie, en musée ou peu importe, donc sur les murs, je vais m'amuser à tirer des codes de la bande dessinée et surtout de la lecture, mais une autre forme de lecture qui va se faire sur les murs. A contrario, dans mes livres de bande dessinée, ce sont les codes de la peinture ou de l'écriture que je vais essayer de tirer dans la bande dessinée. Voilà. Ça, c'est ce qui me passionne. C'est pourquoi, quand on voit ici ce dispositif d'accrochage, de mise en espace, je vais travailler
mes dessins, mais presque jamais sur des formats carrés ou rectangles, ou alors ils vont sortir du mur et se décoller du support. Je vais travailler beaucoup de formats polymorphes, des objets, et je pourrais faire partir des bulles des objets. Enfin voilà, moi j'aime bien remixer, remasteriser un peu ce qui fait la bande dessinée, les pièces, et les isoler, et puis les complexifier en allant chatouiller un peu ces autres médiums, et jouer avec ça. C'est un jeu, en fait. On se marre bien. On rigole. Et à faire l'exposition dans le domaine de la bande dessinée, c'est vraiment très innovatif, c'est très chouette parce que ça donne beaucoup de possibilités pour les commissaires d'exposition de jouer avec l'espace. Anne, quelle expérience, qu'est-ce que tu as fait quand tu as préparé l'exposition que tu à Pompidou sur la bande dessinée? Pour toi, c'est différent de préparer l'exposition parce que normalement, on a les récits, on a les livres. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'exposition? C'est très très différent parce qu'on a un récit en effet qu'il faut présenter et pas uniquement un dessin qui a été conçu pour être vu seul. Et néanmoins, c'est pas si différent non plus. Enfin, il y a une conjonction de contraintes qui est quand même assez extraordinaire, à part la contrainte du médium d'ailleurs. Enfin, c'est celle de faire la première grande exposition de bande dessinée au Centre Pompidou qui va présenter tous les territoires de création, du comics américain au dessin japonais, à la ligne claire franco-belge, hein, en partant de la contre-culture des années 60 jusqu'à nos jours, en essayant de présenter les créations les plus contemporaines aussi, en tout cas d'en donner avoir un aperçu tout en n'oubliant pas les grands maîtres, etc. Donc il y a en fait cette exposition est évidemment, enfin moi je la comprends maintenant, avec toute cette somme de compromis qu'il a fallu tisser en la préparant comme un point de départ. Et ensuite, on va, j'espère, continuer à l'explorer longtemps. Mais un point de départ où, en effet, il faut réfléchir à la façon dont on la présente spécifiquement. Alors, on a pris la décision, je dis on parce qu'on a une équipe curatoriale de 4 personnes pour l'exposition en galerie 2. Emmanuel Pagnan, Thierry Grandstein, Lucas Huro et moi-même. Et puis, moi, je suis également commissaire d'une exposition au musée, au niveau 5, où Catherine Meurice et Dominique Goblet vont jouer le jeu de dialoguer, l'une avec Marc Rothko et l'autre avec Gert Van Velde. Voilà, justement, de la grande peinture abstraite. Voilà, donc ça, c'est un projet qui est très, très cher à mon cœur et qui vous parle, oui, Rothko et Gert Van Velde ont de la chance chacun, je trouve. Voilà, mais qui vous dit déjà à quel point j'ai à cœur, moi, de décloisonner tout ça. Mais oui, alors on en parlera avec le directeur du musée. Je ne sais pas, l'inaliénabilité des œuvres est quand même un principe inscrit qui va nous rendre la chose difficile. Mais on en reparle. Mais là-haut, en galerie 2, où ça sera effectivement une grande exposition sur la bande dessinée, cette question de comment la montrer, évidemment, c'est posée. Et plutôt que une foule d'auteurs dont une planche unique serait montrée, tuant, je pense, littéralement le visiteur à chaque sortie de salle, parce que ça serait trop à lire, trop à voir, trop d'univers dans lesquels entrer, rien à y comprendre en fait. Donc ça ne nous paraissait pas le bon point de vue. On a tenté, vous le verrez, de donner à voir un petit peu de la narration de chacun, des séquences les unes après les autres, des ensembles d'œuvres, des carnets, des entretiens filmés avec Dominique, enfin rassembler plusieurs types de matériaux pour arriver à entrer dans l'univers graphique, poétique, narratif de chacun, un petit peu. Mais c'est de faire une grande exposition collective sur un médium comme ça reste quand même un défi considérable. Et voilà, je préfère prendre ça comme un point de départ. On va présenter 130 artistes. Voilà, déjà, ça vous dit à quel point ça va être un peu fou en galerie 2.
Une dernière question, Anne? J'ai une dernière question. Parce que faire de l'exposition dans le métier de la bande dessinée, c'est pas facile parce qu'on a les récits, j'ai dit ça déjà, mais on a toujours un contexte, un thème. Ça, c'est pour toi aussi une question que tu prépares de l'exposition dans le domaine d'art? La situation, le contexte, la société, l'histoire et... L'histoire de la création de chaque œuvre. Oui. Alors c'est vrai que c'est plus quelque chose qu'on creuse dans des expositions monographiques parce que voilà, le faisceau des inspirations, les sources, on aurait peut-être du mal à l'exposer pour 130 artistes, là encore, puisqu'il s'agit de dresser un grand panorama. Vous verrez, c'est une exposition qui est organisée autour de 12 thématiques. Donc déjà, cette question des thèmes va nous diriger, par exemple, la thématique du récit mémoriel. J'en prends une au hasard, où on aura en dialogue autant Art Spiegelman que Jacques Tardy, que Nakazawa pour Hiroshima, que Fanny Michaelis, une toute jeune artiste qui parle... Pardon, non mais vous, oui, enfin, oui, non, bon, d'accord. Alors voilà, plus jeune, hein, plus, alors une jeune vieillarde qui, elle va aimer. Hein. Bon, enfin, elle croit bien conservée, elle est bien conservée. Elle est très bien conservée. C'est peut-être. Donc voilà, cette question des thématiques, merci de plomber mon jeu. On est magnifique, toi. Bon d'accord, merci. Donc oui. Mais au plus aussi d'ailleurs, hein, parce que aussi, bon. 40 ans. Ouais. Donc des thématiques, voilà, qui nous permettront de rentrer dans le sujet. Mais la question des sources, elle va pas, voilà, elle sera creusée parfois. On aura un petit appareil comme ça de carnet, et ça, mais on peut effectivement moins le faire que dans une exposition monographique, c'est sûr. Non, j'ai plus rien à dire. Là, je suis ici. Alors, je crois que c'est maintenant le moment pour votre question, pour vos questions. Si vous avez des questions, j'ai le micro ici, donc je m'acheminerai vers vous. Ça peut être des questions en anglais aussi, je pourrais traduire. En espagnol, portugais. Il y a une question. Bonjour, c'est une question très pratico-pratique. C'est possible d'avoir les dates de l'exposition? On parle de l'exposition. 29 mai, alors 29 mai, c'est l'ouverture d'un certain nombre de manifestations, parce que ça va être la première fois que le centre tout entier va se mettre aux couleurs d'un art, aux couleurs de la bande dessinée. Donc la manifestation s'appelle la BD à tous les étages. Et du coup, vous l'avez compris, il y a une exposition en galerie 2, mais aussi au niveau 5, mais aussi une exposition Cortot à la BPI, mais aussi Marion Fayol à la Galerie des Enfants, mais aussi des masterclass et des tables rondes chez notre ami Mathieu Pot-Bonneville au -1, donc ça va être un très grand ensemble de manifestations. On commence le 29 mai 2024 et pour les deux grandes expositions de galeries 5 et 6, enfin niveau 5 et 6, on clôt le 4 novembre. Voilà. Je voulais poser une question à vous deux, enfin vous deux, dessinatrices. C'est par rapport à votre style de dessin. Donc souvent, on a un dessinateur qui reste dans un style de dessin, qui commence et puis qui continue jusqu'au bout, toujours un peu dans le même style. Et là, vous cassez quand même pas mal ça. Dominique, beaucoup. Et aussi Catherine. Mais justement, est-ce que ça ne vous a pas posé des problèmes au début? Parce que là, on en parle comme un peu une recherche, comme si c'était super, mais au début, les éditeurs, ils ne vous ont pas fait « Ouh là là, ils vont être perdus, vos lecteurs ».
Bah, c'est une bonne question. Moi, j'enseigne dans 2 écoles à Bruxelles, 2 écoles d'art à Bruxelles. Et un des premiers trucs que j'essaye de partager avec mes étudiantes, c'est surtout n'ayez pas de style, quoi. Enfin, un style à vous comme si on était une chose, mais même, je veux dire, on est en nous-mêmes, on est plusieurs personnes, je crois. Il y a des phases de notre vie qui correspondent plus à ci et à ça. Et je pense, c'est aussi, il est peut-être temps aussi de casser un peu cette image de l'artiste. Moi, je m'en fous qu'on sache me reconnaître ou pas. Et je n'ai pas besoin Je pense que c'est très lié à une forme d'ego de l'artiste qui réussit, qui est... Pour moi, c'est le travail qui compte. C'est pas moi en tant que personne artiste. Et je crois que quand on fait la distinction entre les deux, on n'a pas de problème pour lâcher cette histoire de style. Après, j'ai rien contre les gens qui travaillent plus de façon monographique toute leur vie, mais en tout cas, moi, je me ferais bien chier si je devais faire ça, quoi. Oui, ben, je l'allais dire. Oui, je suis vraiment d'accord avec Dominique. Le style, pour moi, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est même quelque chose à fuir, je crois. Et quand j'étais étudiante à l'école d'Estienne, les profs disaient aussi, surtout pas de style, chercher autre chose. Et puis tu le disais aussi, enfin, le dessin, c'est ça nous suit de près, en fait. C'est en fonction de... Le trait va être différent en fonction de nos humeurs, de notre nervosité, de nos chagrins, c'est au plus près de nous. En cela, c'est ce qui est passionnant avec le dessin. Il y a une forme de vérité dans le dessin qui est, par rapport à la peinture où il y a un processus un peu plus long. Le dessin, c'est vraiment pas d'intermédiaire entre le cerveau et la main. Et donc forcément, il y a des irrégularités, il y a des changements, il y a des variations. Et en ce qui me concerne, j'ai jamais eu de problème avec ça non plus. Voilà, les éditeurs m'ont toujours laissé tranquille. Après, je suis moins expérimentale peut-être que Dominique, mais en tout cas, je veille à ne pas répéter à chaque fois, même si probablement mon dessin est identifiable. Ça, c'est pas quelque chose que je cherche. Disons que c'est mon dessin, mais oui, refaire le même dessin, le même livre, mais quel ennui. Des séries, quoi. Ah oui, j'allais le dire. Toute sa vie. Alors, pareil, gros respect pour les auteurs et les autrices qui font des séries. Mais ouais, moi, je pleurerais d'ennui à la fin du tome 1 en pensant que je dois faire le tome 2. Mais déjà, dans mon travail, je sais pas toi, mais quand je dois faire une case où il y a un personnage et la deuxième case, le personnage est toujours là, bon, alors, il faut qu'il ressemble à la personnage de la première case. Et en général, c'est jamais, si vous regardez bien les albums, les personnages sont le même personnage, toujours un tout petit peu différent dans les cases parce que la main, parce qu'il y a une fatigue entre la case 1 et la case 2. Alors bon, le dessin ramollit ou alors. Moi, j'ai besoin qu'on me laisse faire ça absolument, quoi. Sinon, je meurs d'ennui. Ouais. Et j'abandonne tout. Généralement, j'arrive même pas à tenir un album avec la même technique, le même truc. Après le premier chapitre, oh merde, j'en ai marre. Non, là, je change. Ok, je passe à autre chose. Bon, après, je prétends que c'est pour la narration. Bon, vous avez bien compris que j'étais pas toujours très fiable, quoi. D'autres questions? Non, mais je crois vraiment que de la même manière qu'on parlait des techniques au service de la narration, je pense que le style, c'est la même chose. Quand on commence un travail, il faut qu'on soit ouvert à ce que la profondeur du récit, si on a un style, tout est déjà cloisonné, quoi. Anne vient de dire. Non, mais je disais, vous êtes comme Picasso, mais c'est vrai. Parce que, ça a été une référence pour moi, d'ailleurs, d'exemple. La virtuosité est à fuir, se remettre au défi, réinventer un autre langage, abandonner un langage dès qu'il est méprisé, être à la fois cubiste, être à la fois néoclassique, siphonner le néoclassicisme par le grotesque. Absolument. C'est une façon de laisser le dessin en vie, en fait. Oui. Lui, il prenait évidemment le vocabulaire de la tauromachie, de la corrida pour en parler. Il disait que achever une œuvre, c'est la mettre à mort. Donc, de la même façon, achever l'imperfection, le recouvrement, enfin, tout ça sont des choses qui laissent en vie le dessin. Oui. On s'est rencontrés comme ça d'ailleurs, toi et moi. Ouais.
et sur une discussion autour de Picasso, et j'ai dit que, alors on peut dire tout ce qu'on veut autour de Picasso, on le décrit peut-être aujourd'hui parce qu'il a eu un succès monstrueux, et aussi parce que la personne est un petit peu douteuse, on va dire comme ça. Mais de fait, pour moi, ça a été un modèle dans cette question de... Une fois qu'il maîtrisait une technique, un style, etc., boum, paf, on change et on passe à autre chose, quoi. Et se remettre dans la difficulté, dans le... Ah, ça c'est génial, quoi. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé l'album Le Passage, enfin, les dessins qui sont exposés ici, en partie, j'avais commencé à faire quelques dessins, puis je suis allée voir l'exposition Picasso à Beaubourg, qui était une secousse gigantesque et qui m'a fait revenir dardard à l'atelier avec des envies de tout changer, enfin, c'est extraordinaire, ça m'a... Mais vraiment, je ne dis pas... Enfin, je l'avais dit déjà. Mais vraiment, j'étais surexcitée. Je dis, ah oui, mais bien sûr, en fait, Picasso rappelait qu'on peut faire ça, et puis on peut déchirer, puis on peut rater, puis on peut inachever, c'est la liberté absolue. Donc oui, il n'a pas été sympa avec les femmes, mais... Oui, et d'ailleurs, tu parles du ratage, qui est un autre grand... point de la création auquel on ne s'autorise plus beaucoup. Juste encore, on parlait de date pour l'exposition. Je voudrais quand même juste faire une parenthèse sur le fait que donc Annette Guéry, qui est ici la directrice du musée de Bâle, qui m'a fait l'honneur de cette invitation vraiment extraordinaire. Et donc l'expo où je présente un peu le panorama de mon parcours bizarre dans la bande dessinée et les arts plastiques, qui aura lieu jusque fin mai à Bâle, au Cartoon Museum. Voilà. Avant, je vais me permettre de vous rappeler qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc on a une dernière question. Je suis désolée. On veut rester vous amuser et on s'amuse aussi. Mais on a une dernière question en anglais. Est-ce que c'est nécessaire que je traduise la question? Non, c'est peut-être un peu. On va faire. Oui, si, je vais quand même traduire. Merci beaucoup. I'm very sorry. I will speak in English. Thank you very much for the insightful talk. I'm very happy to see the positive energy on the stage, and I'm also very happy to see that there is a very female space. Looking back at your career, how did being female shape your experience or your work? What advice would you give to your younger self? And looking forward, what advice would you give to young emerging, perhaps female artists? Thank you very much. Alors merci beaucoup. Une énergie féminine dans cette salle. Donc ravie de voir qu'il y a vraiment un espace safe pour les femmes ici, c'est super. Alors la question adressée aux deux dessinatrices, c'est justement en tant que femme, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Quel serait le conseil que vous donneriez à votre jeune personne, comme ça avec du recul, et en allant de l'avant, est-ce que vous avez aussi des conseils pour des jeunes femmes dessinatrices qui débuteraient maintenant? Moi, c'était un désastre, je vous le dis tout de suite. Alors, pas du tout facile. J'ai commencé dans les années 90, pardonnez-moi ce bellicisme, dans les années 90, donc dans la sphère de la bande dessinée alternative, c'était vraiment la grosse merde, on va dire. Et il a fallu que je me batte comme une dératée, que je me comporte comme un roquet qui mord au bas d'un pantalon qui ne veut pas lâcher. Et j'ai tenu, et je suis très fière. Et j'ai tenu aussi grâce aux autres, en fait, grâce aux autres artistes, grâce aux autres femmes, mais voilà, j'ai pas fait ça toute seule. Je crois que ça, c'est très important. Si on est des artistes, mais on n'est pas seul, on est une chaîne, en fait. Et si je dois donner un conseil aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que dans les écoles d'art, il y a au minimum la moitié des femmes dans les classes, si pas plus. Donc ça veut dire qu'il va y avoir naturellement une inversion de ces tendances de domination, mais le risque, c'est toujours la question du fait que les femmes sont reliées aux enfants et qu'elles peuvent perdre à ce moment-là leur place en tant qu'artistes. Voilà, de s'accrocher en fait. Avec ou sans enfants, on s'accroche. On ne lâche pas, on ne lâche rien et on continue à jouer. Oui, même conseil. Même conseil que Dominique. Et alors, si je reviens sur mon parcours,
Alors, Dominique est très très jeune, mais je suis un tout petit peu plus jeune. Et... Alors, je n'ai pas eu la même... Non, mais on a 1 an d'écart, c'est tout. Et... pas la peine. Voilà, bon, mauvais élève. Non, j'ai eu une autre expérience. J'ai commencé dans le dessin de presse, donc j'ai intégré l'équipe de Charlie Hebdo très tôt. D'abord à 21 ans, puis ensuite pour de bon à 24, 25 ans. Et c'était une équipe de mecs. L'équipe de dessinateurs était une équipe de mecs, avec dedans quand même des dessinateurs très féministes, Tignos, Honoré, etc., Luz. Et l'équipe, par ailleurs, de journalistes, puisqu'on bossait tous ensemble, était féminisée. Ça avait changé depuis, voilà, on n'était plus du tout à l'époque d'Harakiri ou de Charlie Hebdo d'avant, où Choron, Cavana s'amusait beaucoup dans les caves de... Enfin, non, je ne vais pas révéler des secrets. Bref, bon, il y avait une ambiance un peu de caserne avant, et qui était assumée. Bon, ça avait beaucoup changé en 2000, voilà, quand j'étais embauchée en 2005. Et ça m'a beaucoup aidé, parce qu'il y avait, par exemple, des journalistes reporters, 2 ou 3 qui avaient mon âge, et qui m'ont complètement décoincée, enfin, qui m'ont poussée à être curieuse, qui m'ont donné envie de m'ouvrir sur le monde, voilà, avec qui j'ai fait des reportages en France, en Europe, etc. Donc ça, c'était extraordinaire. Et bien sûr, il y avait toujours cet esprit de groupe masculin quand même, qui a bu Wolinski, etc. Mais d'une part, ils étaient très 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 heureux d'accueillir enfin une fille, comme ils disaient, enfin une fille qui dessine. Ça faisait vraiment la joie de Cabu, Tinous et vraiment tous. Et une fois que ça s'était dit, ils ne m'ont jamais fait de remarques sur mon sexe, en fait. C'est-à-dire qu'ils m'ont jamais dit tu es une fille qui dessine. Je suis devenue, je me suis mise à dessiner, point barre. Voilà, je dessinais dans Charlie. Et une fois, Charles m'avait dit dans une conférence, j'étais à côté de lui, on lui demandait mais pourquoi Charlie m'avait embauché. Il m'avait dit est-ce que c'est pas parce que c'est une fille, etc. Il m'avait dit non, elle aurait été un lapin, on l'aurait embauché quand même. Le truc c'est qu'elle dessinait bien, donc voilà, c'est bon. Mais c'était vrai. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et quand il y avait quelques résidus de blagues machistes, voilà, ce qui adorait faire des blagues un petit peu douteuses, et ben j'arrivais à répondre parce que j'avais la répartie en fait. Charles, Blues et les autres qui étaient constamment en train de se vanner m'avaient appris à répondre. Donc je crois que j'ai été complètement protégée par cette bulle. On m'a souvent dit mais, oh là là, mais qu'est-ce que ça fait d'être une femme à Charlie Hebdo, était la première, ceci. Quelques années avant, Bretéché avait toqué à la porte de Charlie. Elle m'avait raconté ça et elle avait vu Cavana qui lui avait dit entre autres elle soulève mes couilles, il y a de l'or en dessous. Bon, elle avait tourné les talons en disant c'est quoi, c'est beauf. Elle s'était barrée, elle n'est jamais revenue. Bon, alors ça avait changé entre temps et Cavana était un petit peu plus doux, il ressemblait à un grand-père quand je l'ai rencontré, donc les couilles, l'or, je ne sais plus si c'était encore d'actualité, voilà, non. Ouais, voilà, c'était bon. Les commentaires. On va biper cet entretien. Voilà. Et voilà, donc pour faire court, je crois que j'ai eu vraiment la chance d'être dans cette équipe qui bossait, enfin, on pouvait travailler, illustrer ou faire des reportages sur aussi le sort des femmes en France, etc. On a fait beaucoup de sujets féministes, etc., etc. Et quand je sortais un peu de cette équipe et que je me frottais au milieu de la bande dessinée, alors là, oui, je découvrais que j'étais une femme qui dessinait, sans dire ah oui, et bon. Et là, je découvrais vraiment une différence entre les auteurs et les autrices. C'est Florence Sesta qui racontait que longtemps on l'a prise quand elle était à Angoulême, on la prenait toujours pour l'attachée de presse, pour la compagne d'un dessinateur qui dédicaçait à côté d'elle. Bon, moi, ça ne m'est jamais arrivé, jamais. On croyait même que j'étais un mec, en fait. La première fois que j'ai signé avec les copains de Charlie, on faisait des signatures collectives. Donc je signais de mon prénom. Ce Cabu m'avait dit, bon, trouve un truc, mets ton prénom, ce sera plus simple. Et je me souviens, un lecteur était venu me voir en disant « Ah, mais c'est vous, Catherine, mais je pensais que vous étiez un homme. » J'ai dit « Bah non, Catherine, c'est féminin. Non, je pensais que c'était un patronyme. » Donc j'ai découvert que j'étais une femme. Bon, ça c'était marrant. Et voilà, donc non, moi j'ai eu j'ai pas eu à me bagarrer comme toi dans la bande dessinée. Et
mais c'est vrai qu'il, enfin, c'est pas gagné. Hein, il y a toujours des, c'est pas encore gagné, même si ça a beaucoup changé. Donc les autrices là sont très nombreuses, très certaines sont voilà très actives, certaines sont très militantes, et ça c'est génial, quoi. Mais on revient de loin. Alors maintenant en anglais. So, Bah, merci beaucoup. Hein. Je suis désolée, il va falloir clore. On a un peu dépassé l'heure. Merci beaucoup. C'est un vrai honneur de vous avoir les quatre ici. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous entendre. On serait resté 3 heures de plus. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez pu